Quel est votre champion de judo favori? Toute époque confondue. Toute époque confondue. Pas forcément actuellement ou... Tu vois, on est bien d'accord, il s'agit de champion. Et non pas de judoka qui pourrait être un modèle ou un exemple. Personnellement, il y a un bonhomme qui m'a toujours impressionné. C'est Isao Okano. Non, je connais pas. Ah, tu connais pas Isao Okano? Le nom me parle, c'est un japonais. C'est un japonais. Ouais. Alors, c'est un japonais qui n'a jamais fait plus. Mais tu l'as. Il a fait les Jeux Olympiques à Tokyo? Oui, il a fait les Jeux Olympiques à Tokyo. Mais c'est un garçon qui pesait 80 kg de poids de corps. Ouais. Il a été plusieurs fois champion du Japon, toute catégorie. Vital Judo, c'est ça. Voilà. Isao Okano, tu l'as là. Oui. Alors, c'est un garçon. Ce qui est important, tu vois. Ah oui, mais seulement celui-là, c'est le. Où je l'ai l'autre? Pas celui-là, c'est celui que j'ai en japonais. Ah oui. Sur le Newaza. Il est en japonais celui-là? Oui, en japonais. Oui. Mais j'ai l'autre en français. Oui, je l'ai mis. C'est le même titre? Ben oui. Non, c'est Judo Vivant. Judo Vivant. C'est l'auteur, c'est Isao Okano. Isao Okano, oui, seulement ce qu'il y a, c'est que tu vois, je l'ai prêté. Et puis. Donc, ce garçon, si tu veux, alors qu'il faisait 80 kilos. Ouais. Il a fait plusieurs fois les championnats du Japon, toutes catégories. Parce qu'au Japon, c'est la chose la plus merveilleuse, quoi diront. Là, les types, ils ont 80 kilos et ils tombent sur des mecs de 150 kilos. Bon. Or lui, 80 kilos de poids de corps, la première année où il a fait les championnats du Japon, il a été interrompu parce qu'il s'est cassé la jambe, je crois. La deuxième année, il s'était pété quelque chose encore. Et la troisième année, il a été champion parce qu'il n'avait que une luxation de l'acromioclaviculaire. D'accord. Bon, c'est un bonhomme qui était mon ami Pierre Albertini, qui est mort hélas, a été entraîneur de l'équipe de France au Japon. Et a eu contact avec Isao Okano également. C'est un bonhomme, Isao Okano, tous les matins, il partait avec les combattants faire le footing. Et Pierre, qui est un bon Corse, lui, le footing, il n'avait pas envie de le faire. Et il s'est mis à se rendre compte que certains Japonais s'étaient planqués derrière des arbres pour éviter un tour ou deux, et puis après, ils s'étaient repris dans le groupe. Alors, boutant... mouche du coche, Pierre dit à Isao, tu sais, tes combattants, ils sont aussi tir au flanc que les miens, parce que tel là, ils ont pas fait le footing comme toi. Isao lui dit, ah bon, d'accord. Il dit, bon écoute, tu prends tu prends l'équipe là en place, moi je m'occupe des gars, et je vais leur faire refaire le footing. Et à ce moment-là, Pierre lui dit, mais dis donc, tu vas être puni. Il dit non, parce que là, j'enlève les semelles de plomb. Donc le premier footing, il avait fait, lui, avec les semelles de plomb. D'accord. Tu vois, ouais. C'est un type qui était un bourreau de travail. Ouais. Bon, ce mec-là, quand il était venu à Paris, il parlait très mal le français, mais avec Pierre, à un moment donné, on l'avait amené au restaurant. Et Isao Okano avait une cigarette à la main au moment où il était rentré au restaurant. Et la première des choses que fait Isao Okano, il jette la cigarette, il la ramasse, il la met dans la poche, après l'avoir éteinte. Et Pierre lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais là-bas, il y a un Michigami Sensei. Or, il n'était pas du tout du côté de Michigami, tu vois. Mais il a été très déférent vis-à-vis de Michigami, tout de suite il était allé saluer et tout. Bon, c'est un bonhomme que j'ai beaucoup admiré parce qu'il a été toujours dans le droit fil, finalement, de ce que devrait être la véritable voie du judo, en quelque sorte. C'est Isao Okano, tu vois, je pense pas
Teddy Riner, c'est pas que je n'admire pas Teddy Riner, mais c'est un autre problème. Teddy Riner est un phénomène de la nature qui a des capacités physiques hors du commun et qui pourrait être champion olympique de n'importe quelle spécialité, sauf de course de vitesse ou de course de demi-fond, ça c'est sûr. Enfin, il a à sa disposition un instrument extraordinaire. Ouais. Tous les judokas n'ont pas eu cette chance. D'accord. C'est la force du travail qui a fait... je peux te prêter celui-ci, bouquin, mais seulement c'est en japonais. Tu n'auras intéressé que les images, quoi, en quelque sorte. Mais tu dois pouvoir le retrouver, hein. Parce qu'à la fin du bouquin, il raconte toute sa vie, il raconte son histoire. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que le bouquin est très intéressant. Les techniques qu'il fait, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Mais, tu vois, l'anecdote avec Isao Kano, c'est qu'à Paris, avant que l'INS ne soit centre d'entraînement, les entraînements de l'équipe de France se faisaient au central, qu'on appelle, c'est-à-dire sur les boulevards extérieurs de Paris. Enfin, je n'y connais pas Paris, ça t'intéresse pas. Et là, il y avait une grande salle, et 3 fois par semaine, il y avait des entraînements le soir de l'équipe de France, et auxquels pouvaient participer des judokas qui n'étaient pas de l'équipe de France. Et bien entendu, Isao Kano, venant au titre de la fédération, était obligé d'être à ces entraînements. Et Isao Kano faisait randori avec les gens de l'équipe qui étaient là. Et il faisait randori, il chutait, il s'est chuté, etc. Et Pierre entend des gars de l'équipe de France qui, au vestiaire, disent dans le fond, au Kano, il n'est pas si fort que ça, tu as vu, on l'a fait chuter et tout. Alors, Passalo, mon Pierre, dit à Isao Kano, tu sais, tu devrais faire attention, parce que les gars, ils trouvent drôle que tu chutes. Je lui ai rien dit. À l'entraînement suivant, je te l'avais raconté l'histoire. Non, À l'entraînement suivant, Gruel fait l'échauffement, et il dit, en place pour les randoris. Et là, Isao Kano dit, il dit, il prend 7 ou 8 gars de l'équipe, il met en ligne, Chiai, moi, coach Igari. Du premier au dernier, ils sont tous arrivés sur le cul dans le coach Igari. Il a décidé la technique. Voilà. D'accord. Arrivé au bout, Soinagi. Poum, tout le monde se montait. Excellent. Il y a eu un silence, tu t'en doutes. Il voit une ceinture marron, il va l'inviter, il dit, randori. La ceinture marron. La ceinture marron tourne le dos, pam, et il chute. Ouais. La leçon a été prise pour qui était capable de l'apprendre. Ouais. C'est fabuleux. Voilà, c'est fabuleux. Ouais. Fabuleux. Donc là, on peut comprendre pourquoi c'est un champion. Et là, tu vois, il était venu, la dernière fois où j'étais au colloque, il y était, il avait 70 ans. Et là, j'ai compris son action dans coach Igari d'appuyer la main. Je l'ai compris parce que je lui ai demandé de me le faire sur moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne bougeais plus. Terminé. Intéressant. Très intéressant. C'est des anecdotes. Maintenant, tu me diras, les anecdotes, elles ont émaillé la vie du judo. Parce que le judo n'est pas d'hier. Ouais. Il y a eu des anecdotes qui étaient amusantes, désopilantes, d'autres qui étaient plus larmoyantes. Mais enfin, moi je me souviens d'une anecdote qui m'était relatée d'un garçon qui était un des premiers judokas, tu sais, qui n'était pas lourd, il pesait verrier, il pesait dans les 60-65 kilos, pas plus. Et il était émerveillé par la façon de faire de Kawashi sur son Hanegoshi. Et il disait toujours à Kawashi, maître, je voudrais apprendre, vous pouvez me montrer Hanegoshi, etc. L'autre, pour lui, un élève n'avait pas à demander. Voilà, dans sa conception. Puis un beau jour, il dit, vous, demain, 8h dojo. M'a montré Hanegoshi. Le mec, vachement heureux,
À 7h30, il était sur place, sous la pluie, et il attend. Il attend, et il voit arriver, à 8h moins 2, Kawashi, le chapeau, le parapluie, arrive, il ouvre le dojo, il dit, vous, en tenue. L'autre va se mettre en tenue, puis attend que Kawashi en fasse autant. Il revient dans le dojo, et Kawashi dit, ah, voilà. Il y avait un poteau dans le dojo. Il avait foutu une ceinture autour du poteau, Kawashi. Il dit, vous, saisir ceinture. Quand poteau tombé, vous comprendrez à gauche. Il est parti. Des anecdotes comme ça, tu vois. La chance que j'ai eue, c'est d'arriver assez tôt, finalement, dans ce monde, dans les années 50, où le judo était neuf, quoi, en quelque sorte. Ouais. Il y a eu des trucs pendables. Moi, je vois que, alors, j'ai pas votre expérience, mais bon, c'est un régal d'écouter ça. Après, dans ce que je vois actuellement, je vois qu'on est très créatif, on invente des choses, on voit avec les outils modernes ce genre de procédés avec des élastiques, etc. On va comment dire, on va remplacer le partenaire par un objet. Oui. Mais justement, en même temps, c'est dommage de ne pas se servir de l'engin du partenaire. Et qu'est-ce que où je voulais en venir, je ne sais plus. Non, tu trouves que c'est beaucoup moins merveilleux. C'est ça finalement. Il y a un parfum de merveilleux dans ce qu'a été les premiers pas du judo en France. Et puis, ce merveilleux est passé derrière l'efficacité et le résultat et la gloire, quoi, en quelque sorte. Or, quand on regarde bien, nous ne sommes pas capables, nous Français, même nous Occidentaux, de prendre part le respect de ce qui a précédé et de l'améliorer sans le rejeter. Bon, on va pas, sous prétexte qu'avant on se déplaçait en charrette à cheval, on va pas aller à ces champains avec une charrette à cheval. Mais, dans certains autres domaines, on a tendance à fossoyer trop tôt ce que nos prédécesseurs ont fait. Tu vois ? On n'a plus ce merveilleux. Regarde une chose. À la fin de l'année, là, je suis allé aux 50 ans du club de Jean-Louis Juan à Ramonville. Ouais. Et il avait fait venir Cathy Arnaud et Cathy Fleury. Cathy Fleury qui a quand même été la première française championne olympique. Cathy Arnaud qui a été 3 fois championne du monde. Et il y avait les gamins qui étaient là. Elles ont fait faire du judo. Et à un moment donné, Cathy Fleury a montré et dit, ça c'était ma médaille du championnat olympique. Vous pouvez la voir, elle l'a posée sur le tapis. Personne n'est venu la voir. Tu te rends compte ? Parce que, actuellement, qu'est-ce qui va émerveiller les gens ? Moi, je vois la première fois où j'ai vu M. Michigami, qui était le seul en France, qui avait une ceinture pas comme les autres, hein, j'étais émerveillé. Maintenant, les ceintures rouges et blanches, il y en a partout. Les gens sont plus extraordinaires. Actuellement, tu vas faire venir un champion. Moi, je vois, tiens, par exemple, cette année ou l'an dernier, est venu Marc Alexandre, champion du monde. Il a fallu que je dise quand même, qu'est-ce que c'était un champion du monde ? Qu'est-ce que c'était Marc Alexandre ? Parce que les gens regardaient simplement sa façon de faire Uchimata. Tu vois, on ne sait plus s'émerveiller. Ça, c'est la faute du phénomène de l'image. Actuellement, tu vois moi, je suis estomaqué quand je vois, par exemple, des types en VTT qui font les championnats de VTT, les championnats du monde. Je les vois descendre dans les montagnes, etc. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment il arrive à faire ça ? Mais là, maintenant, ça impressionne plus personne. Ouais, c'est devenu c'est banal. On a banalisé. Ouais. On a tout banalisé. On banalise
l'exploit, On banalise, on galvaude, l'excellence. C'est dommage. Ça enlève pas de leur valeur, mais c'est vrai que, enfin, maintenant la norme c'est l'exploit en fait. Enfin, voilà, c'est normal. Alors c'est normal. Et alors quand ils font un truc extraordinaire, on dit oui, oui mais ils sont dopés. Bah ça, des fois ça existe. Moi je sais pas, tu vois. Bon, il est un fait que dans le cyclisme, il y a eu beaucoup de cas de dope, de ceci, cela. Je veux bien. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que les mecs qui font le Tour de France, c'est des types qui font 25 à 30 000 km par an sur leur vélo. Ouais. Parce que je veux bien que tu sois dopé, que je là. Ouais. D'accord, mais impressionnant. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que quand tu montes sur un vélo, je sais pas toi, mais moi je descends facilement. Hein. Comment ça, vous descendez quand vous montez? Ah oui, quand vous montez, vous descendez facilement. Oui. Ça fait mal aux fesses, le vélo, arrête. Ouais. Non, c'est exténuant, c'est un travail de bagnard. C'est un sport de torture, moi je dis. Voilà, exactement. C'est un sport de torture. Oh.